Plaisir d'être avec vous pour vous partager en fait une mise à jour de la situation concernant le COVID-19 et l'immobilier. Et oui, ça va me faire plaisir de me présenter. Donc, qui je suis? Qui est Mélanie? En fait, je suis native de Québec et j'habite présentement à la Rive-Sud de Montréal. Oui, très sportive depuis que je suis toute jeune. J'ai fait du passage artistique, j'ai fait de l'escrime, de la natation. J'étais toujours très active et même encore aujourd'hui, comme Suzy, vous l'avez bien mentionné, c'est important pour moi d'être bien dans ma tête pour être en mesure de donner le maximum comme personne. Donc aussi, c'est important aussi pour pouvoir influencer les saines habitudes de vie. Alors, j'ai eu la chance et le privilège de faire le grand défi Pierre Lavoie. C'est une fierté pour moi. Je trouve tellement c'est beau de transmettre ces belles valeurs aux enfants. Et aussi m'impliquer dans la communauté pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Donc, ça fait partie de mes valeurs. Effectivement, comme vous l'aviez souligné, j'ai 23 ans d'expérience dans le domaine des services financiers. En fait, je suis tombée dans la soupe, j'avais 19 ans et j'ai été planificateur financier avec des clients en gestion de portefeuille pour au moins 18 ans, donc 10 ans à mon compte. Donc, pour moi, la carrière de courtier immobilier, c'est une deuxième carrière, mais qui rejoint très bien ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens. Donc, je suis très heureuse de pouvoir avoir cette opportunité pour vous partager mise à jour de la situation. Bienvenue. Aujourd'hui, le COVID-19 touche beaucoup de familles, beaucoup de femmes et nous avons énormément de questions à savoir comment va se dessiner le marché de l'immobilier, des femmes qui étaient en attente de transactions, ils ne savent pas trop quoi faire. Et c'est là que vient jouer un très, très grand rôle la relation qu'on a avec notre courtier immobilier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au marché financier en lien avec COVID-19? Oui, c'est ça. Bien, c'est des très bonnes questions, mais puis c'est normal de se poser ces questions-là. Donc, mon objectif, c'est d'essayer d'y répondre le mieux possible, mais en même temps, il y a des choses qu'on est tout le temps en train de s'adapter. Hein. Donc, pour répondre à vos questions, ce que j'ai pensé, c'est de préparer une présentation pour justement aborder l'aspect humain, considérant dans la transaction immobilière, oui, dans le COVID, mais aussi globalement parce que ça reste quand même une action importante dans la vie des gens. Donc, il y a un aspect humain important à considérer. Je vais aussi vous partager des ressources à laquelle vous avez accès pour justement aller répondre à ces questionnements-là. C'est sûr qu'au courant de la présentation, je vais avoir le plaisir de vous répondre à plusieurs questions, mais ça va aussi vous permettre d'être autonome pour pouvoir aller regarder par vous-même différentes sources. Puis aussi, je vais faire le point de la situation dans l'immobilier au niveau des ventes, des transactions, etc. Puis pour terminer, je vais adresser justement toutes ces préoccupations-là en parlant des différentes conditions de marché dans lesquelles le marché immobilier évolue depuis toujours. Hein, parce que, évidemment, le COVID, c'est une situation particulière, périodique. Ça apporte beaucoup de questionnements, ce qui est tout à fait normal, mais c'est une période. On va passer par-dessus éventuellement. Donc, voilà. Donc, je vais passer cette slide-là. On en a déjà parlé. OK. Donc, les aspects humains sont très importants quant à moi en tant que dans le domaine immobilier parce que en transigeant avec un courtier immobilier, il y a énormément d'aspects humains quant à moi à considérer. Pour moi, écouter, proposer, réaliser, cultiver, c'est la base de ma relation que je vais créer avec les gens. En situation actuelle, c'est exactement ce que j'applique parce que j'ai des clients qui sont en transaction présentement. Il y a des gens qui se questionnent à savoir s'ils vont mettre leur propriété à vendre. Hier, j'étais en Zoom avec des acheteurs qui convoitent acheter parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur bail. Écoutez, les situations pour déménager ou envisager l'immobilier sont extrêmement larges. Le COVID, ça vient faire en sorte que, comme courtier, on n'est pas un service essentiel, donc on est obligé d'utiliser les technologies pour le faire. Fait qu'on continue de faire ça. Qu'est-ce qui arrive justement pour quelqu'un qui était en attente de transaction puis qui vient de perdre son emploi? Oui, bien ça, c'est une bonne...
Ben c'est ça. Ça dépend toujours à quel niveau de la transaction il est. Si la transaction elle est effectuée, la promesse d'achat elle a été acceptée, les conditions ont été réalisées, puis que par exemple il vivrait, il y a plus d'emploi, la personne n'a plus d'emploi, bien, cette personne-là doit se rapporter à son courtier immobilier, voire même le courtier hypothécaire pour voir les différentes alternatives. Une des alternatives qui pourrait être envisagée à ce moment-là, ça serait de regarder si par exemple, ça serait généré par une perte d'emploi momentanée due à la situation. On pourrait rallonger les délais pour le temps que, avec l'accord du vendeur évidemment, là, pour le temps que la personne puisse retourner au travail si ça viendrait mettre en péril son financement hypothécaire. Donc, une perte d'emploi, ça ne met pas fin au contrat. Pas du tout. C'est complètement deux choses. Non, pas du tout. Puis l'OASIC, notre organisme d'autoréglementation, est très clair à cet effet-là. Bien, ça fait partie. Dans une transaction d'achat de propriété, il y a différentes étapes. Le COVID ne vient pas faire en sorte, même si c'est très particulier, de dire OK, bien, toutes les transactions ils tombent pas du tout, c'est pas du tout cette situation-là. Comme chaque personne vit, c'est du cas par cas, c'est difficile d'avoir une seule et unique réponse. Fait que, au fil de la présentation, peut-être que je vais avoir l'occasion d'y revenir. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là. Mais voilà. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Parfait. Parfait. Donc, quand je vous parlais des ressources, pour présenter pour me préparer à la présentation, bien, en fait, je vous remets toutes les sources sur lesquelles je suis allée m'inspirer pour bâtir la présentation. Ça, c'est des choses auxquelles vous avez accès. Par exemple, le baromètre immobilier, c'est un site qui vous permet de voir exactement l'état du marché immobilier par trimestre, par grande région du Québec. C'est très intéressant. J'ai parlé tout à l'heure de l'organisme d'autoréglementation des courtiers immobiliers du Québec. C'est ceux-là qui réglementent la loi sur le courtage et qui vous protègent comme consommateur, évidemment. Il y a 2 guides qui sont extraordinaires interactifs auxquels vous avez accès, le guide du vendeur, le guide de l'acheteur, extraordinaire. Puis aussi, bien, l'OACQ a fait un guide, justement, COVID et transactions immobilières. Donc, toutes les questions que vous avez sont peut-être répondues à certains égards sur cette page-là. Voilà. Et il y a mon site aussi, si jamais vous êtes intéressé. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est de regarder quels étaient les résultats au mois de mars. Comment se comporte le marché immobilier dans le Québec actuellement? Fait qu'au mois de mars, on remarque qu'il y a eu 11 d'augmentation au niveau des ventes. Il y a eu 18 plus de volume de ventes par rapport à l'année dernière, mars 2019. Par contre, et ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la situation au COVID, on remarque une diminution des inscriptions de 25 OK? C'est quand même très surprenant de voir que 11 de ventes, période où est-ce qu'on aurait tendance à penser que tout est au ralenti, que tout a freiné. C'est quand même des chiffres extraordinaires qui démontrent que les transactions se font. Le volume est encore présent, mais c'est surtout au niveau des inscriptions seulement qu'il y a un ralentissement qu'on ne peut pas nécessairement attribuer à COVID-19. Non, exactement. Puis ça, c'est un point hyper important que vous venez de mentionner parce que c'était l'état du marché immobilier avant COVID. Donc, on remarque qu'il y a eu une baisse on était dans un marché de vendeurs, puis plus tard, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un marché de vendeurs. Donc, il y a très peu d'inventaire d'inscription de maisons à vendre sur le marché. Et comme on regarde les résultats du mois de mars, ils sont tributaires de tout ce qui se passait avant. Fait que c'est sûr que ça implique les transactions depuis le début de l'année, etc. Fait qu'il ne faut pas penser que le COVID fait en sorte qu'il n'y a plus rien qui se passe. Puis non, effectivement, c'est un bon point. Puis c'est ça. C'est ça. Fait qu'on s'attend probablement, si je peux le 6 avril, la semaine dernière, Charles Brandt, le directeur de l'analyse du marché de notre organisme professionnel, a fait un communiqué justement pour parler de l'état de la situation. Puis, pour les fins de la présentation aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la région métropolitaine de Montréal parce que la situation est différente à Québec. Donc, là, je me concentre sur Montréal.
à Montréal, c'est là qu'il y a le plus de cas au niveau coronavirus. Ça génère le plus de stress. Donc, c'est sûr que ça a un impact beaucoup plus significatif que dans la région de Québec. Fait que c'est à peu près ce qui est écrit là, sur cette page-là. Donc, juste pour revenir, là, probablement que en avril, sûrement, et en mai, tout dépendant des directions là, que le gouvernement va prendre, il y a eu un ralentissement des activités parce que comme courtier, on ne peut plus se déplacer. On a beaucoup de restrictions, donc d'activités. Mais on va voir que ça peut faire une petite parenthèse par rapport à justement le fait que vous ne pouvez plus vous déplacer, vous n'avez plus le droit de faire des visites. Qu'est-ce qui a été mis en place justement par l'association ou par l'entreprise pour quand même permettre des ventes comme on vient de constater tantôt? Oui, c'est ça. Bien, écoutez, ce qu'ils ont fait, dès le départ, aussitôt que le COVID est arrivé, les écoles ont été fermées là, le vendredi. L'OACQ a mis en place un formulaire qu'on devait faire remplir parce qu'on pouvait encore à ce moment-là se déplacer. Mais comme à partir du 23 mars, ça a été comme très clair qu'on n'était plus service essentiel, à ce moment-là, notre organisme nous demande de ne plus sortir. On ne fait plus de visites physiques parce qu'il faut respecter la distanciation sociale. Okay? Donc, on ne peut pas, puis il y a des amendes prévues là, par l'ordre assez importantes par rapport à ça. Ce qu'ils ont mis en place, c'est des outils pour nous aider justement à rester en contact avec les gens. Puis dans le monde de l'immobilier, on est assez avant-gardiste depuis un certain temps. Par exemple, les documents peuvent être envoyés de façon électronique. Par contre, il y avait des restrictions. On ne pouvait pas identifier quelqu'un sur un écran. Bon, ça, c'est la loi sur le courtage qui ne nous permet pas. Par contre, compte tenu d'une situation particulière, on nous permet de le faire en considérant tout ça. Donc, il y a des formulaires qui ont été faits par notre association professionnelle pour pouvoir faire, par exemple, avec des acheteurs, des visites virtuelles. Puis j'ai eu l'occasion de vivre hier avec les acheteurs. Finalement, comment ça fonctionne, c'est qu'on remplit un document, on l'envoie au courtier du vendeur qui confirme la visite. On s'installe sur Zoom avec mes clients acheteurs, moi, le courtier du vendeur, le vendeur qui est au domicile, donc qui est chez lui. Et cette personne-là utilise son téléphone pour filmer la visite. Et si éventuellement mes clients veulent déposer une offre d'achat, elle peut être déposée avec une condition d'avoir une visite Il y a des conditions très claires. Il faut aller la visiter physiquement, puis que ça soit à son entière satisfaction dans un délai, sans quoi la transaction serait nulle et non avenue. Donc, ça répond une partie de la question. Mais tous ceux qui auraient été en transaction, par exemple, avant COVID et que les conditions seraient réalisées, puis qui sont en attente de notarier, puis qui n'ont pas de problème au niveau de leur emploi, puis qui sont toujours à l'emploi, etc., tout ça fonctionne parce que les notaires, ça a été comme un petit peu difficile. Au début, c'était pas essentiel, mais finalement, le gouvernement les a rendus essentiels. Alors, eux aussi, ils ont été comme, il y a eu un décret ministériel par rapport à leur pratique. Et puis, ça leur permet de pouvoir signer les documents, les actes de vente, etc., à distance. Mais c'est comme ça qu'on s'est arrangé. On s'ajuste, on trouve des solutions. Ah oui, exactement. Puis on reste actif, hein, comme courtier. On n'est pas assis dans notre salon en train d'écouter la télé, là. Moi, personnellement, je trouve ça super important de, rassurer tous mes clients de ma base de données. C'est important. Ceux qui ont des questionnements, ben on leur répond parce qu'on reste un service essentiel aux yeux du gouvernement, mais on répond à un besoin essentiel. Hein. Ça, tout à fait. On regarde la pyramide de Maslow, là, c'est pas mal la base. Là. Fait que, on reste actif à cet égard-là. Fait que juste pour votre information, ici, les statistiques de vente, là, en mars, là, il y a eu une augmentation de 4 là, ce qui est en lien avec la statistique d'avant. Puis, on est dans un 61e mois consécutif de hausse. Donc, ça fait longtemps que le marché immobilier fonctionne bien puis il roule bien. Là. Il y a des conditions économiques par rapport à ça. Puis, au premier trimestre, de janvier à fin mars, il y a eu une augmentation de 13 par contre, les propriétés à vendre, ça, c'est pas strictement attribuable à la situation pour le COVID. On voit qu'il y a une baisse par rapport à 2019 de 37 Puis si on se rapportait en 2019, il y avait une baisse par rapport à 2018. C'est ça qui a créé le marché du vendeur que je vais vous expliquer tout à l'heure. Puis,
en mars par rapport à février, il y a une baisse de 22 %. Bien, c'est sûr, à partir de la mi-mars, à peu près, on avait des contraintes. On ne pouvait plus se déplacer pour aller inscrire les propriétés. Donc, selon la pratique des courtiers, il y en a qui ont quand même inscrit des propriétés parce qu'on peut signer des documents à distance, mais là, on ne peut pas aller faire prendre des photos, etc. Donc, voilà. Les 2 prochaines slides sont intéressantes, les 2 prochaines pages, parce que, dans le fond, je vous ai mis un tableau à jour en date du 8 avril, des nouvelles inscriptions en bleu foncé de cette année, en avril, puis le bleu plus pâle, c'est l'année dernière. C'est clair qu'il y a moins d'activité. On n'a pas besoin de faire un dessin pour comprendre, mais on le voit au jour le jour, puis notre organisme professionnel nous le communique. Par contre, regardez, ça, c'est intéressant. Les ventes journalières cumulées. OK? Donc, évidemment, à partir de 2002, quand on compare 2019 et 2020, il y a une différence, on comprend pourquoi, mais il y a quand même de l'activité. Parce que, pour les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure, dans le fond, là, on a des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir poursuivre. Mais des fois, il y a des transactions qu'on doit étirer les délais pour permettre à l'inspection qu'il se fasse quand ça va revenir. Donc, c'est ça. Mais il y a quand même des ventes qui se réalisent parce qu'il y en a qui est en cours de transaction. Oui. C'est intéressant quand même de voir que les activités se poursuivent. Vous mettez de l'emphase beaucoup sur le développement personnel en attendant que les valves rouvrent. Vous donnez beaucoup d'attention à la clientèle. Cette notion de relation avec la clientèle, je trouve que dans une situation de crise comme on est en ce moment, c'est vraiment primordial. Puis c'est frappant pour moi, lors des échanges que nous avons eus, de constater comment c'est important pour vous personnellement de traiter vos clients exactement comme lorsque vous étiez au niveau comme planificateur financier et s'intégrer dans la vie du client pour l'accompagner, pas seulement pour la transaction immobilière, mais pour le futur aussi. Oui, mais effectivement, pour moi, c'est très important parce qu'on s'entend que tout dépendant du style d'investisseur immobilier qu'on est. Aussitôt que pour moi, là, Mélanie Baillargeon, courtier, on a une propriété, que ce soit une résidence, on est investisseur immobilier. Il y a des investisseurs immobiliers qui ont un parc immobilier. Oui, ce sont des investisseurs là, le terme, on le comprend plus. Mais moi, comme j'ai un passé de planificateur financier, où est-ce que dans mes relations, ce que je voulais, c'est comprendre les besoins, la situation financière du client, la maison, ça faisait partie c'est pratiquement l'actif le plus important dans le patrimoine des gens en moyenne. On ne parle pas des investisseurs avec un parc immobilier, mais quand même, c'est très important. Puis, ce qui m'avait marqué quand j'avais fait mon cours comme courtier, quand j'étais assise à la classe, je me disais, j'ai travaillé 18 ans à accompagner les gens dans leurs objectifs financiers pour la retraite, etc. Il arrivait toujours un moment où est-ce que, soit qu'ils voulaient vendre, soit qu'ils voulaient prendre leur retraite, est-ce que je vends ma maison, etc. Puis quand j'ai fait mon cours et j'ai appris tout ce que j'ai appris, je me suis dit, ben mon Dieu, pourquoi j'ai jamais développé de relation avec les courtiers? Parce qu'une maison, on peut l'acheter pour 20 ans, mais on peut aussi l'acheter pour 3 ans parce qu'il y a un événement de vie qui se fait comme ménage. Donc, on doit... Et pour moi, comme professionnelle de patrimoine financier, j'ai dit, ben mon Dieu, je vais pouvoir continuer d'avoir une relation long terme avec mes clients pour être la personne qui va les accompagner. Donc, pour ça qu'à cet égard-là, je communique beaucoup avec mes anciens collègues pour essayer de les sensibiliser à l'importance, justement, d'avoir un courtier immobilier parce que dans une transaction, j'ai passé très rapidement au début, mais quand je parle avec quelqu'un, peut-être qu'il y a le projet d'acheter ou vendre, mais peut-être que non. Mais moi, je veux la connaître, cette personne-là. Quand la journée va arriver puis qu'il va vouloir faire une transaction, on va déjà avoir un gros pas d'avance de fait. Je vais être présente durant la transaction puis je vais être présente après aussi. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ça. Voilà. Très rassurant. Merci. Donc, presque en conclusion, je trouve intéressant de vous parler de ça, les conditions de marché, parce que mon historique de planificateur financier en sorte que je m'intéresse à savoir quels sont les cycles de marché. Hein? C'est une déformation professionnelle. Quand je rencontrais mes clients, je faisais toujours un profil d'investisseur. J'essayais de comprendre
qu'est-ce que je vais leur proposer comme investissement? Puis maintenant, ben, dans le marché immobilier, ça fonctionne comment? Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que je partage, puis je m'aperçois qu'il y a peu de personnes qui comprennent exactement. Là, c'est pas une science exacte. Là, il y a toutes sortes d'opinions dans ça. Moi, je me suis basée sur le baromètre pour arriver à vous présenter quelles sont les différentes conditions de marché. Fait que, il existe un marché équilibré, un marché de vendeurs et un marché d'acheteurs. Pour faire ces statistiques, pas ces statistiques-là, mais pour arriver à dire nous sommes dans un marché équilibré vendeur-acheteur, le baromètre va regarder l'inventaire des inscriptions en vigueur sur le marché. On va revenir à la situation actuelle. Le marché, pour la plupart des régions au Québec, là, on était dans un marché de vendeurs. OK? Ça se peut que dans un certain créneau, parce qu'on va évaluer l'unifamilial, le condo, le plex, puis c'est des marchés qui ont différents. Donc, ça se peut qu'à certains égards, puis dans des fourchettes de prix, qu'on soit dans un marché d'acheteurs ou en majorité, on était dans un marché de vendeurs. OK? Donc, un marché de vendeurs, c'est que l'inventaire des maisons qui sont à vendre est inférieur à 8 mois d'inventaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune inscription sur le marché, il n'y aura plus de maisons à vendre dans 8 mois. Puis actuellement, il y a énormément d'acheteurs sur le marché. Fait que dans un marché de vendeurs, ça favorise les vendeurs. Et c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de transactions. Le prix supérieur à ce qui était demandé, parce qu'il y a plusieurs acheteurs pour la même maison ou le même prix. Fait que ça, c'est la réalité qu'on vivait avant COVID, parce que c'était pas rare qu'il y a une propriété qui est à vendre, il y a 15 visites, 8 offres, puis ça sort on appelle ça des offres multiples, puis en surenchère. Ça, c'est la réalité pas mal, là, surtout dans les derniers temps. Là, qu'est-ce qui va se passer après COVID? On ne sait pas, mais présentement, les acheteurs restent très, très actifs parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur bail, comme je disais tout à l'heure. Ils ont peut-être vendu leur maison, puis là, ils vont quitter au mois de juin. Ils n'ont pas trouvé la propriété. Donc, c'est pour ça qu'on reste très, très présent. Je fais partie de différents groupes de discussion de courtiers. Puis des fois, on se lance des petites questions entre nous. D'après toi, d'après vous, c'est quoi qui se passe après le COVID? Bon, puis encore une fois, là, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas me prononcer sur la prochaine phase de marché, mais il y en a une majorité qui pense qu'on va peut-être passer par un marché équilibré. Peut-être qu'on va aller vers un marché d'acheteurs, mais là, je vais parler, tu sais, je vais référer au fameux taux d'intérêt, là, hein, que ça fait 10-12 ans là, qu'on dit que ça va monter, ça va monter, ça va monter. Finalement, ça finit par pas monter parce que personne n'avait vu ça venir, le COVID, entre guillemets, qu'il y a eu 3 baisses de taux consécutives au mois de mars. Fait que c'est des choses sur lesquelles on n'exerce pas le contrôle. Donc, quand vous êtes en questionnement présentement, il ne faut pas vous positionner votre décision par rapport à la condition de marché, mais beaucoup plus par rapport aux motivations. Et ça, c'est l'autre aspect. La motivation derrière l'achat ou la vente, ça pourrait donner lieu à une autre chronique parce que vraiment, c'est essentiel de bien comprendre cet élément-là, surtout lorsqu'on décide d'être investisseur puis qu'on se retrouve dans un marché comme on est aujourd'hui. Donc, exactement. C'est quelque chose qu'on pourrait rediscuter. Parfait. Donc, puis le marché d'acheteurs, ben c'est l'inverse, en fait, hein, ça va favoriser les acheteurs. Donc, les acheteurs, ils ont plus d'offres, fait qu'ils se permettent de plus négocier. Donc, voilà. Fait que c'est pas très sorcier, mais c'est quand même intéressant parce que présentement, comme on vit beaucoup d'émotions, on est tous confinés à la maison, pour la majorité d'entre nous. Et c'est sûr que ça nous apporte énormément de questionnements. Maintenant, il faut essayer de sortir l'émotion là-dedans, puis parler avec un courtier pour justement discuter des options qui se présentent pour leur projet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Bien, justement, ça s'en vient. Est-ce que c'est un bon moment aujourd'hui de vendre, acheter dans un contexte aussi volatile qu'on se trouve actuellement, ou d'incertitude mondiale? C'est pas juste à Montréal, c'est une problématique mondiale. Est-ce que c'est le temps présentement de faire des transactions, vente ou achat?
Oui. Bien là, considérant toutes les contraintes de pratique, ça, on en a parlé tout à l'heure, là, ça, c'est sûr qu'on peut transiger, on peut parler avec un courtier. Fait que oui, présentement, si quelqu'un se questionne à savoir c'est-tu le bon moment, bien là, j'en reviens aux motivations. Parce que si la décision doit être prise par exemple, à je dois déménager parce que je vais travailler à Québec, ben ça se peut que ça soit pas une condition de marché favorable, mais il faut que je fasse ma transaction quand même. Fait que oui, moi je vous dirais que la meilleure réponse par rapport à ça, c'est vous pouvez me contacter comme courtier pour discuter de toutes les options possibles. Parce que des choses qu'on peut faire à distance, qu'on peut commencer à apprendre à se connaître, on peut comprendre le besoin en arrière de ça, on peut déjà prendre de l'avance parce que quand le marché va repartir, les conditions économiques qui étaient très bonnes avant COVID, bien, on va voir comment tout ça va se rétablir, mais ça va finir par se rétablir. Tout à fait. C'est ça. Puis, pour son emploi, je sais qu'on en a parlé un petit peu. Oui. Mais une perte d'emploi, bien, ça ne met pas fin à un contrat. Puis on a parlé un petit peu de l'importance de travailler vraiment avec son courtier, surtout dans une perte d'emploi. Les institutions financières vont considérer la capacité de remboursement, vont considérer également l'historique. Donc, il ne faut pas avoir peur parce qu'on a perdu son emploi de penser qu'on met tout sur le hold et que il n'y a rien qu'on puisse faire, il y a toujours une solution, si je comprends. C'est ça, parce qu'on peut perdre son emploi. Là, présentement, c'est parce qu'il y en a plusieurs. On est comme dans une situation particulière, mais même si on n'est pas dans la situation du COVID, ça peut arriver malheureusement que du moment où est-ce que la promesse d'achat soit acceptée, que les conditions soient réalisées, qu'une personne fasse face à une perte d'emploi. À ce moment-là, si le financement ne suit pas, la transaction ne peut pas se réaliser. Sauf que dans le monde du financement, là, il y a différentes options possibles, puis les institutions financières aussi s'adaptent actuellement. Pour me préparer à la présentation, j'ai communiqué avec un courtier hypothécaire pour connaître un petit peu le pouls de ce qu'il vivait, tu sais. Puis ce qu'il m'a dit, la personne, c'est ça va bien parce que j'ai pas tant d'appels de personnes qui sont en panique. Par contre, ça peut arriver aussi. Puis pour eux, puis pour le client qui achète, ça peut être aussi un bon timing parce que comme il y a moins d'activité, les délais sont moins serrés. Fait que ça laisse plus de lousse. Puis les taux d'intérêt ayant baissé significativement, ça peut. Puis des fois, c'est un couple qui achète. Une personne fait face à une perte d'emploi momentanée. L'autre personne continue de travailler, infirmière, médecin, etc. Fait que peut-être que la capacité du couple a baissé, mais ils sont quand même capables d'acheter conséquemment des deux. Donc, chaque cas est un cas particulier, mais il y a toujours, on peut voir des solutions. Puis si éventuellement il n'y a pas de solution, bien, il y a des mécanismes de prévus, pas nécessairement par rapport au COVID, mais quand cette situation-là arrive, là, parce qu'il faut comprendre que si on achète une propriété, il y a quelqu'un qui a vendu, qui a peut-être acheté une autre propriété par rapport à ça. Fait que nous, comme courtier immobilier, il faut préserver la transaction. Il faut s'assurer qu'on fait tout pour que la transaction arrive, mais tout dans les limites du possible, on s'entend, là. On peut pas... Voilà. Tout à fait. Les questions des gens en ce moment. On va considérer cette présentation comme amuse-bouche, si on peut dire, parce qu'il y a tellement d'éléments extrêmement importants qui sont ressortis aujourd'hui. On va permettre quand même aux gens de nous écrire les questions en commentaire et on va faire d'autres lives, bien entendu, parce qu'il faut absolument qu'on puisse utiliser l'expertise de Mélanie Baillargeon, spécialiste en finance, planification financière, etc. Donc, je vois quelques éléments, mais je n'arrive pas à répondre en live. Donc, on va être capable de revenir à tout le monde. C'était fort apprécié. Moi, ce que je retiens de cette présentation-là, c'est l'importance de développer une relation avec son agent d'immeuble qui peut aider à différentes sphères connexes à la propriété en tant que telle, qui est une transaction, mais qui n'est pas nécessairement la relation complète qu'on peut avoir avec le client. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Et puis, comment on rejoint le courtier Mélanie Baillargeon? Voilà. Donc, vous avez mes coordonnées. Ouais, courriel, texto, site web,
Puis ça va me faire un grand plaisir et encore un grand merci à vous, Suzy, d'avoir pris le temps de me proposer cette belle opportunité parce que oui, ça répond à un besoin. Puis je suis très heureuse de pouvoir le faire avec des femmes avec qui je partage exactement les mêmes passions. Merci. Les mêmes passions. Mais merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.